travers le monde, 50 milliards de caméras nous observent. Dans les rues, au travail, à la maison. Elles capturent parfois des images exceptionnelles. C'est à se demander ce qui se passe. Vous avez vu ça? Des experts analysent ces événements inhabituels. Wow, quelle explosion! Ça n'a aucun sens. Il doit forcément y avoir une explication. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Dans cet épisode, au sein d'un cimetière mexicain, Attention, attention! c'est le jour des morts pour de bon. Là, ce sont les maxi frissons garantis. Hé, il sort! Il sort! Je ne m'approcherai jamais de ce cimetière et encore moins d'une tombe ouverte. Sur un mont grec dont les femmes sont bannies, Il y a une aura et il y a une silhouette dans cette aura. un moine a-t-il filmé une femme fantôme? Je peux très bien comprendre qu'une personne appartenant à un ordre religieux, sur le flanc de cette montagne, a pu croire qu'elle recevait la visite de la Vierge Marie en personne. Et dans une cité-État qui relègue ses pauvres sous terre. Waouh! C'est comme si la Terre venait d'éructer. Un jet de flamme jaillit soudain du sol, comme si une bombe avait explosé. Des phénomènes étranges, C'est pas vrai! des mystères ont été filmés. C'est hallucinant! Que cachent ces étranges vidéos? Culiacán, au Mexique. 10 mars 2021. Un groupe de passionnés d'urbex explore un cimetière de la ville. Vous avez entendu? Quelqu'un pleure bruyamment. On va passer par là. Je m'interroge sur les intentions de ceux qui vont dans les cimetières la nuit. On dirait qu'ils recherchent les ennuis. C'est pas comme ça que je m'amuse le vendredi soir, moi. Soudain, l'un d'entre eux aperçoit quelque chose d'étrange. Il y a quelque chose là-bas. Non, viens. C'est quoi? C'est un Mais c'est homme. quoi? Un visage les fixe depuis l'intérieur d'une crypte funéraire récente. Attention, attention! Il y a un homme! Regarde, regarde! Oh mon Dieu, il gît à l'intérieur d'une tombe ouverte. Il pense avoir découvert un corps quand tout à coup, celui-ci bouge. Ça ressemble à un squelette. Du moins, à un crâne. Mais en s'approchant, il découvre qu'il s'agit bel et bien d'un individu à l'intérieur de cette tombe ouverte. Là, ce sont les maxi frissons garantis. Je ne m'approcherai jamais de ce cimetière et encore moins d'une tombe ouverte. On se demande forcément ce que fait cet homme ici. Le biologiste Steve Potvin se demande si cet homme fait partie de ces personnes connues pour être fascinées par la mort. Certaines personnes sont taphophiles. Elles sont attirées par l'idée de la mort. Ce sont des touristes des tombes. Elles visitent les cimetières et recherchent les défunts. L'intérêt pour la mort semble profondément ancré chez certains. Les neuroscientifiques se sont penchés sur les raisons de cette fascination morbide. Ils ont découvert qu'elle activait le circuit de la récompense dans notre cerveau. D'une certaine manière, notre cerveau nous incite à creuser plus loin. Et pour certains, la mort devient une obsession. Récemment, un homme à Portsmouth, en Angleterre, a été arrêté parce qu'il traînait dans les cimetières, en prétendant être un fantôme. C'était digne d'un épisode de Scooby-Doo. Et certains taphophiles peuvent aller trop loin. Une employée d'une morgue de Sacramento, qui devait conduire un corbillard contenant un corps jusqu'au cimetière, s'est subitement volatilisée. Elle s'est enfuie en volant le corps. Chaque 2 novembre, le Mexique célèbre la fête des morts. Une tradition dont les origines remontent aux Aztèques sanguinaires qui vivaient sur le site de la ville actuelle de Mexico. Toutefois, cette vidéo a été prise 7 mois avant le jour des morts au Mexique. L'ancien agent de la CIA Tracy Walder se demande si l'homme pourrait être une victime du trafic de stupéfiants qui sévit au Mexique. De nombreuses personnes ont été tuées au Mexique à cause de la guerre contre la drogue et de la violence liée au cartel.
Culiacán est le fief du cartel de Sinaloa, le cartel le plus puissant au monde, autrefois dirigé par le baron de la drogue, El Chapo Guzman. El Chapo a été à la tête du cartel de Sinaloa pendant près de 2 décennies. Il était l'un des hommes les plus riches du monde et l'un des plus redoutés. El Chapo affirme avoir tué plus de 2000 personnes durant son règne de terreur. Mais il réservait un sort bien plus terrible à ses pires ennemis. El Chapo a capturé un de ses rivaux. Il l'a torturé, puis il l'a enterré vivant. Ce type d'enterrement semble être monnaie courante chez les membres des cartels. Les églises et leurs cimetières n'échappent pas à la violence des cartels. En février 2022, des personnes endeuillées lors d'un enterrement de San José de Gracia ont été capturées, alignées contre un mur et abattues par des membres d'un cartel rival. Alors, à quoi avons-nous affaire ici? Cet homme est-il la victime improbable d'un meurtre lié au cartel? Les cartels dans cette région du monde sont tristement célèbres pour leur sadisme. Mais dans ce cas, il ne semble pas s'agir d'un enterrement vivant. Et si c'est la victime d'un règlement de compte, le tueur à gages n'a clairement pas terminé le travail. Le biologiste Steve Potvin pense que cet homme pourrait faire partie de ces nombreuses personnes qui vivent dans des tombes. On constate partout dans le monde entier que les personnes sans abri choisissent de vivre dans des cimetières. À Manille, des familles entières s'installent dans des bidonvilles au cœur du plus grand cimetière de la ville. Ça pourrait être une explication plausible en effet. Quelqu'un qui n'a pas de logement et qui cherche simplement un lieu où passer la nuit. Et ici, dans le cimetière de Culiacán, les sépultures de luxe ne manquent pas. Ils construisent des tombes et des mausolées bien plus beaux et plus spacieux que certaines maisons. Ces mausolées de plusieurs millions de dollars sont équipés de vitres blindées, du réseau satellite, de climatisation et de Wi-Fi. Ce sont les tombes de riches criminels qui affichent leur richesse, leur pouvoir et leur goût discutable, même après la mort. Il n'est pas si surprenant que des personnes sans abri choisissent de vivre là, plutôt qu'ailleurs. Dans un cimetière mexicain, des passionnés d'urbex repèrent une mystérieuse silhouette dans une tombe récemment creusée. Il y a quelque chose là-bas. Non, viens. C'est quoi? Mais c'est quoi? Ça ressemble à un squelette. Mais en s'approchant, ils découvrent qu'il s'agit bel et bien d'un individu à l'intérieur de cette tombe ouverte. Après avoir fait face à l'habitant de la tombe, les explorateurs battent en retraite. Hé, il sort. Prends quelque chose, un bâton. Ils sont en panique et ils s'éloignent. C'est sûrement ce que j'aurais fait pour être honnête. Parce que je ne saurais pas ce que cette personne fait là. L'étrange silhouette sort de la tombe. La personne qui était dans la tombe est sortie de la tombe. Et elle marche un peu comme un zombie. Il existe une dernière possibilité, que j'appellerais la possibilité de l'ivrogne. Il ne faut jamais sous-estimer les capacités d'une personne en état d'ébriété. C'est peut-être un Mexicain qui a un peu trop bu, qui s'est retrouvé dans un cimetière et qui s'est endormi dans une tombe. Cet automne, C'est pire qu'une série télévisée, mais ça se passe dans la vraie vie. des malheurs, des survivants et des victimes. Ce que vous allez voir, c'est pas beau. Les médecins m'ont dit, on comprend pas que t'aies survécu. J'avais peur d'elle. Elle m'a fait des menaces de mort. Faites un testament. Sinon, là, c'est plein de trous pour vos proches. Êtes-vous prêts pour des séries chocs? C'est l'expérience la plus intense et la plus brutale que vous pouvez vivre dans votre vie. Canal D, tout découvrir. Maintenant, sur la rivière Tétérive en Ukraine. À l'été 2020. Un homme filme une chose bizarre qui rôde au bord de la rivière. On voit qu'il zoome sur une sorte de créature. Ses dents sont incroyables. Ça ressemble un peu à un crocodile ou un alligator, mais ce ne sont pas les mêmes dents du tout. C'est une mâchoire vraiment imposante. Je n'aimerais pas l'avoir en face de moi, mais j'ai quand même très envie de savoir ce que c'est. Elle a un air dangereux. Je ne pense pas que son sourire soit amical. Fasciné par son apparence épouvantable et bestiale, l'homme la pique avec un bâton. Il est courageux. Moi, je ne la toucherai pas, même avec un bâton de 3 mètres.
Elle s'est enfuie à toute vitesse. C'est sûrement ce qui aurait pu arriver de mieux à cet homme au bâton. C'est quoi cette monstruosité? Le biologiste Leslie Samuel découvre que cette rivière de 400 km de long a la réputation d'abriter des créatures peu ragoûtantes. Pendant des siècles, la rivière Tétérive a été une source de vie pour le peuple ukrainien. Et comme toutes les rivières, elles sont le lieu de mythes et de légendes. Il existe une créature mythologique dans la culture slave du nom de Vodianoï. Ces créatures sont décrites comme humanoïdes. Elles ressemblent à des vieillards au visage de grenouilles, couverts d'algues et de boue, et vivent au fond des rivières et des lacs d'Europe de l'Est. Cette créature rôde et attend patiemment de pouvoir appâter et attraper quelqu'un. En Europe de l'Est, les Vodianoï sont souvent tenus responsables des noyades lorsque les corps ne sont pas retrouvés. Les Slaves ont tenté d'apaiser ces créatures en sacrifiant des poulets ou en leur proposant des offrandes de sel, de vodka ou de pain. En 2019, avant la guerre, plus de 2000 noyades ont été enregistrées en Ukraine. De nombreuses créatures du folklore et des mythes que l'on croyait légendaires ont une part de vérité. Est-ce qu'il pourrait s'agir du célèbre Vodianoï? Si ces créatures ont vraiment inspiré la légende d'une chose qui entraîne les gens sous l'eau et les noie, alors peut-être que cet homme s'en approche d'un peu trop près. Le biologiste marin Eric Hovland se demande s'il pourrait s'agir d'un des poissons les plus dangereux du monde. Quand on voit ses dents, on pense forcément aux piranhas. Mais ce serait trop facile. Je pense plutôt au poisson-tigre Goliath. Il est plus grand, plus redoutable, et il a encore plus de dents. Le poisson-tigre Goliath est l'un des poissons d'eau douce les plus redoutables au monde. Il mesure en moyenne 1,50 m de long et il possède 32 dents qui ne ressemblent en rien à des dents de poisson ordinaires. Elles sont super pointues, très effrayantes, et on sait que cette espèce peut attaquer les humains. Il est clair qu'on n'aimerait pas que ces créatures se promènent dans notre espace de baignade. Pouvant peser jusqu'à 70 kg et doté de dents aussi longues que celles d'un grand requin blanc, le poisson-tigre Goliath peut facilement entraîner un nageur vers le fond. Mais le seul problème est que l'habitat naturel de ce monstre se trouve en Afrique, à plus de 5500 km de là. On sait que de nombreuses espèces de poissons migrent à travers de vastes océans. C'est une réalité. Et ils migrent en très grand nombre. Si des milliers de poissons étaient soudainement apparus ailleurs dans le monde, on en aurait entendu parler. Le biologiste Steve Potvin découvre que la rivière Tétérive coule près des lieux ayant connu la pire catastrophe nucléaire au monde. Ce qu'il est important de noter, c'est que non loin de l'endroit où cette vidéo a été filmée, se trouve Tchernobyl, qui, on le sait tous, a connu un énorme accident nucléaire dans les années 80. En 1986, un réacteur de la centrale nucléaire de Tchernobyl a explosé et envoyé un nuage radioactif à travers l'Ukraine et l'Europe. Au moins 30 personnes ont été tuées dans l'explosion et des milliers d'autres sont mortes plus tard des suites de l'empoisonnement. Après l'incident, les chercheurs sur le terrain ont remarqué d'étranges anomalies génétiques chez les animaux de ferme. Des centaines d'animaux naissaient avec des mutations génétiques monstrueuses. Et Hovland apprend que des poissons géants terrorisent les locaux. Il y a eu de nombreux cas d'attaques de poissons-chats géants sur des pêcheurs ukrainiens dans les eaux proches de Tchernobyl. Lors de l'explosion de Tchernobyl, les matières radioactives ont contaminé les eaux de refroidissement de la centrale nucléaire. Et désormais, 30 ans plus tard, ces mêmes eaux radioactives regorgent de poissons-chats géants. On peut alors se demander si ces poissons auraient muté pour survivre plus facilement dans cet environnement. En Ukraine, un monstre aux dents acérées est filmé en train de sortir d'une rivière. C'est une mâchoire vraiment imposante. Son sourire n'est pas amical. Elle a été aperçue près du site de la catastrophe de Tchernobyl en 1986, où les retombées nucléaires seraient à l'origine de l'apparition d'animaux mutants. Dans la région, il y a encore des lieux contaminés aux matières radioactives. Alors, est-ce possible qu'il s'agisse d'une mutation engendrée par l'un de ces foyers radioactifs? Probablement.
En 1896, le physicien français Henri Becquerel découvre la radioactivité. Cette nouvelle découverte ouvre un vaste champ de recherche qui pourrait donner naissance à des monstres dignes du mythe de Frankenstein. Dans les années 1920, une équipe américaine dirigée par Hermann Joseph Müller teste l'effet de la radioactivité sur la mouche des fruits. En bombardant la mouche des fruits de radiation, ils ont créé toute une série de nouvelles espèces, légèrement différentes les unes des autres. L'idée, c'était d'accélérer l'évolution en entraînant davantage de mutations génétiques chez les mouches pour potentiellement obtenir des mutations avantageuses. Mais la radioactivité entraîne des mutations effroyables chez la progéniture des mouches. Des mouches naissent avec des pattes sur la tête, à la place de leurs antennes. D'autres sans ailes, ou avec plusieurs paires d'ailes et d'inquiétants yeux oranges. Dès lors, Potvin se demande si les eaux radioactives autour de Tchernobyl pourraient créer une toute nouvelle espèce de poisson-chat mutant, énorme et doté de dents acérées. Il est probable que ces poissons-chats subissent un taux de mutation génétique bien plus élevé que la normale. Les scientifiques ont découvert que les mutations dues aux radiations pouvaient être transmises de génération en génération. Ces radiations pourraient servir de catalyseur au processus évolutif. Ces mutants pourraient engendrer de nouveaux mutants. Jusqu'à présent, une seule et unique créature a été filmée. Le fait qu'elle soit la seule à avoir été vue, ainsi que la proximité de Tchernobyl, me fait penser qu'il s'agit probablement d'un cas isolé, un cas de mutation génétique qui aurait conduit à cette apparence étrange. Heureusement, la personne qui a filmé va bien. Espérons juste qu'elle ne soit pas allée chercher son père. Des secrets de famille, là, il y en a dans toutes les familles. Grosse surprise dans le dossier, on a retrouvé une demi-sœur. Wow. Il y a des choses qui se disent pas dans la famille, il y a des tabous, il y a des secrets. Chasseur d'héritiers, jeudi 19h30, à Canal D. Maintenant, Singapour, Asie du Sud-Est. Le 24 août 2021. Un homme effectue son trajet quotidien. Ça ressemble à une rue tranquille, ordinaire. Quand tout à coup... Wow, je m'y attendais pas du tout. Un jet de flamme jaillit soudain du sol, comme si une bombe avait explosé. La force de l'explosion projette des débris à près de 9 mètres de hauteur. Il y a des débris partout. C'est comme si la Terre venait d'éructer. Le conducteur a eu de la chance. S'il avait été au-dessus de la bouche d'égout au moment de l'explosion, il aurait pu y laisser la vie. Ça aurait pu être une tragédie. Quelque chose sous terre a explosé avec une puissance considérable. L'ingénieur David Wallace découvre qu'au-delà de la superbe apparence de Singapour, se dissimule une face cachée. C'est un endroit unique. Ils n'ont que très peu de terrain et ont pratiquement exploité chaque centimètre. Avec 6 millions d'habitants, sur une surface de 740 km², Singapour affiche la deuxième densité de population au monde. Le prix du mètre carré rivalise avec ceux de New York, Paris ou Tokyo. Les architectes ont imaginé des solutions originales, comme le complexe de luxe Marina Bay Sands, d'une valeur de plus de 5,5 milliards de dollars. Cette structure à 3 tours s'élève à plus de 180 mètres de haut et dispose d'un gigantesque parc suspendu. Mais ceci n'est que la partie émergée de l'iceberg. Pour exploiter un tel complexe, il faut une infrastructure énorme. Il faut de la place pour le stockage et pour abriter toutes les personnes qui y travaillent. Le Marina Bay Sands a donc décidé de les mettre sous terre. Les riches clients de l'hôtel vivent dans les espaces baignés de lumière en hauteur, tandis que les 10 000 travailleurs du complexe sont logés dans une ville souterraine sans fenêtres. C'est ce qui fait que ce complexe de luxe est bouillonnant. Les personnes qui y travaillent peuvent y vivre tout en servant les clients de l'hôtel. Cette ville souterraine possède sa propre épicerie et 2 restaurants ouverts 24 heures sur 24, un centre médical et une multitude de distributeurs de billets. La construction de cet hôtel est très intéressante quand on pense au futur. À mesure que la ville devient de plus en plus luxueuse, les riches vivront en surface, tandis que la classe ouvrière, qui sert les riches, finira par vivre sous terre.
Et la cité-État, qui est une démocratie mais qui est dirigée par le même parti depuis 1959, ne se contente pas de déplacer ses travailleurs au sous-sol. Singapour réfléchit actuellement à déplacer une grande partie de son infrastructure sous terre. Tout, depuis les centres de données jusqu'aux lignes de métro, en passant par les réservoirs et même une autoroute à 5 voies, tout sera sous terre. C'est apparemment l'avenir de la ville. C'est ce que les futuristes appellent les gratte-terre. En gros, ce sont des gratte-ciel inversés, construits dans la terre. Les tunnels souterrains de Singapour plongent à 90 mètres sous terre, ce qui correspond à un quart de la taille de l'Empire State Building. Selon les scientifiques, la vie humaine peut résister jusqu'à 180 mètres sous terre. Il y a donc encore largement la place sous Singapour pour que le gouvernement y installe sa population croissante. Linda Rodriguez-Macroby se demande si l'explosion de Singapour pourrait être le résultat direct de l'expansion souterraine de la ville. Il faut faire attention à l'aspect géologique selon l'endroit où l'on creuse le tunnel. En 2017, 12 travailleurs ont été tués lors de la construction du tunnel ferroviaire de Kishanyan. Le tunnel de Kishanyan, long de 2,5 km, traverse une épaisse couche de charbon. Les experts estiment que le percement du tunnel aurait accidentellement enflammé le méthane présent dans cette couche, ce qui aurait provoqué l'explosion. Sur la vidéo, il s'agit peut-être d'une explosion de méthane suite à un accident lors de la construction d'un tunnel. Mais l'analyste d'images Connor McCourt remarque un détail qui indique que la source de cette inflammation proviendrait d'en haut. Sur la vidéo, moi, je vois des gouttes de pluie. Je vois que le sol est mouillé et quelque chose qui ressemble à un éclair, comme un coup de foudre. Singapour est surnommée la capitale des éclairs. Elle a le plus haut taux d'activité électrique au monde. Singapour connaît plus de 170 jours d'éclairs et plus de 100 000 impacts de foudre par an, soit le double de la Floride. La ville est située près de l'équateur et son climat tropical chaud et humide est propice à la formation d'orages. L'ingénieur en électricité David Wallace du laboratoire de recherche de l'Université du Mississippi soupçonne qu'un éclair soit à l'origine de cette explosion dans une rue de Singapour. Il est possible qu'il y ait des gaz accumulés dans le sol, comme le méthane par exemple, très facile à enflammer. Mais la question c'est comment cet éclair pourrait atteindre le méthane? Il faudrait qu'il traverse le béton. Un éclair ordinaire peut atteindre plus d'1 million de volts. Wallace veut savoir si cette énergie serait suffisante pour traverser le sol et venir enflammer une poche de méthane. Afin de tester cette théorie, il prépare un échantillon de béton. Donc ici, on a créé une dalle de béton similaire à celle de la route. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer une décharge d'1 million de volts et voir ce que ça fait au béton lorsqu'il est frappé par la foudre. Démarre le générateur. Bien, on est prêt à y aller. À Singapour, une rue explose. Waouh, je m'y attendais pas du tout. Un jet de flamme jaillit soudain du sol, comme si une bombe avait explosé. L'ingénieur en électricité David Wallace souhaite vérifier si un éclair puissant aurait pu percer la route et enflammer une poche de méthane emprisonnée sous la surface. Dans son laboratoire de recherche, il va envoyer 1 million de volts sur un morceau de béton. On a installé un échantillon de béton. J'ai mis en place mon paratonnerre. On va voir ce qui se passe maintenant. C'est parti, lance l'éclair. Super! Voilà ce que je voulais voir. La foudre a frappé. Il s'est passé quelque chose. On va aller voir ça. Il y a une perforation. On peut voir que l'éclair a effectivement traversé ici et que ça a fissuré le béton à plusieurs endroits. Donc la force est suffisamment puissante pour perforer le béton en le frappant, mais aussi pour fissurer toute sa partie arrière.
Pour moi, c'est exactement ce que l'on voit sur la vidéo. L'éclair agit comme une perceuse à colonne laser. Il pénètre dans le sol et enflamme les gaz situés en dessous, ce qui crée une explosion. Ce qui reste inexpliqué, c'est comment l'éclair a réussi à atteindre le sol, bien qu'il soit encerclé par des tours. Tous ces grands bâtiments ont forcément des paratonnerres pour éviter qu'un accident comme celui-ci ne se produise. La cité-État de Singapour compte plus de 9000 gratte-ciel. Tous sont équipés de paratonnerres pour les protéger des impacts de foudre. Les systèmes de protection contre la foudre fonctionnent en fournissant un chemin de faible résistance à l'électricité pour qu'elle se décharge en toute sécurité dans la terre. Beaucoup de personnes pensent qu'en installant un paratonnerre sur leur maison, ils pourront diriger la foudre dessus et protéger ce qui est autour. Mais la nature a ses propres projets. Un jour, alors qu'un petit immeuble se trouvait entre deux gratte-ciel, l'impact de foudre a frappé le petit immeuble. Tout dépend des charges qui se forment pendant un orage et de l'endroit où la foudre va frapper. On peut installer des paratonnerres pour tenter de l'attirer, mais rien ne garantit qu'il attirera à tous les coups la foudre là où on le souhaite. C'est littéralement un coup de tonnerre, une chance sur 1 million. Mais tout de même, on n'a pas envie que ça nous arrive sur notre trajet du matin. Le conducteur a eu énormément de chance d'être là où il était et de ne pas s'être avancé jusqu'à la bouche d'égout quand l'explosion a eu lieu. C'est facile de dire « Oh, moi, j'aurais jamais envoyé de l'argent à quelqu'un. » Les fraudeurs s'adaptent selon la victime. Jamais j'ai pensé. En aucun moment on a eu un doute. C'est comme une gifle. Démasqué, vendredi 20h30, à Canal D. Maintenant, sur le mont Athos, en Grèce. Le 12 décembre 2021. Un lieu interdit aux femmes. Un moine filme un spectacle stupéfiant. Qu'est-ce que c'est? C'est absolument magnifique. Il y a une aura et il y a une silhouette dans cette aura. On dirait qu'elle a des bras et une tête, comme un humain. Il y a quelque chose de vraiment étrange. C'est presque surnaturel. Mais qui est cette silhouette? Et comment est-elle montée ici? L'historien Tony McMahon pense que la vision angélique aperçue sur le flanc de montagne pourrait être liée à l'histoire étrange de ce mont sacré. Le mont Athos est l'un des lieux chrétiens les plus sacrés au monde, en particulier pour l'Église orientale orthodoxe. C'est l'un des ordres monastiques les plus anciens au monde. C'est un territoire semi-autonome dirigé par des moines. Ils existent depuis l'an 800 après Jésus-Christ et leur mode de vie n'a pratiquement pas changé depuis. Située en Grèce, cette communauté abrite 2000 moines qui obéissent à des lois très strictes. Les femmes ont l'interdiction formelle de mettre un pied sur le mont Athos. C'est une interdiction très stricte. Elle s'étend même aux animaux femelles. Elles ne sont autorisées nulle part sur la péninsule, même à 500 mètres du rivage. Selon les moines, la Vierge Marie aurait abordé à Athos et aurait converti ses habitants païens. Par respect pour cette présence de la Vierge Marie, aucune autre femme ne peut mettre les pieds sur la montagne sainte. Les apparitions avérées de femmes sur l'île sont extrêmement rares. Tellement rares que le dernier signalement remonte à 1903. C'était la veille du festival de la neuvaine à la Vierge Marie, lors duquel les moines les plus pauvres reçoivent des dons de charité. Le moine Gabriel prit une photo pour commémorer l'occasion et fut sous le choc en découvrant une mystérieuse silhouette féminine sur l'image. Le moine photographe a affirmé qu'il s'agissait d'une apparition miraculeuse et d'autres moines présents ont cru qu'il s'agissait de la Vierge Marie. Le cliché a été pris à une époque où la photographie spirit faisait fureur. Promu par l'auteur de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, des images sur lesquelles apparaissaient des fantômes et des fées circulaient dans la haute société. L'arnaque a finalement été démasquée. Les photographies étaient truquées et réalisées à l'aide de négatifs superposés
ou suite à plusieurs prises de vue. Cependant, à ce jour, personne n'a trouvé d'explication scientifique à la mystérieuse femme prise en photo sur le mont Athos. Se pourrait-il que cette silhouette aperçue dans la vidéo soit une autre apparition de la Vierge Marie? Le fait que la Vierge Marie ait été prête à se montrer sur une photographie en 1903, puis à se montrer sur une vidéo au XXIe siècle, pourrait laisser penser qu'elle suit l'évolution de la technologie. Je peux très bien comprendre qu'une personne appartenant à un ordre religieux sur le flanc de cette montagne a pu croire qu'elle recevait la visite d'une présence divine. Une mystérieuse figure angélique apparaît devant un moine sur le mont Athos. La journaliste Linda Rodriguez-Macroby pense que cette silhouette dans la brume pourrait être le fruit de tests secrets réalisés par l'une des plus mystérieuses puissances mondiales. Peut-être est-elle liée au monde de la géopolitique et au secret gouvernemental. En 2005, Vladimir Poutine s'est rendu sur le mont Athos. Et depuis, la Russie aurait injecté 200 millions de dollars dans la région. Le mont Athos est actuellement un immense chantier de construction. Et l'argent qui finance tous ces travaux provient de la Russie. Ce qui pose la question, pourquoi Poutine s'intéresse-t-il autant à cette communauté fermée et profondément religieuse? Il n'a pas échappé à Vladimir Poutine que le mont Athos était situé près de la Turquie et que la Turquie est membre de l'OTAN. Il veut probablement garder un œil sur ce pays. Peut-être que ce qu'il cherche à faire, c'est transformer le mont Athos en poste d'écoute. Les stations d'écoute sont des installations en hauteur utilisées par les militaires pour intercepter les communications radio et les hyperfréquences ennemies. Pendant la guerre froide, les États-Unis ont construit une station d'écoute sur la base de Menwith Hill, en Angleterre, pour recueillir des renseignements à travers l'Europe de l'Est et l'Union soviétique. Le mont Athos est l'un des sommets les plus élevés de Grèce. À plus de 2000 mètres d'altitude, il constitue l'emplacement idéal pour installer une station d'écoute russe en plein cœur de l'Union européenne. Des rapports ont fait état de plusieurs antennes et faisceaux paraboliques implantés tout autour de la péninsule. Soit les moines regardent beaucoup la télévision par satellite, soit Vladimir Poutine installe des appareils sur l'île pour espionner les habitants. La brume pourrait être une décharge électromagnétique provenant de l'une de ces installations lors de tests secrets. Peut-être que la Russie utilise le mont Athos comme un poste de collecte de renseignements situé derrière la ligne de front de l'OTAN. Tony McMahon étudie les rapports météorologiques du jour en question. Les conditions étaient parfaitement propices à un phénomène similaire à ce qu'on voit sur la vidéo. Ce qu'on observe pourrait être un phénomène appelé le spectre de Brocken. La silhouette de la personne qui filme est projetée sur le brouillard. En gros, elle se filme elle-même. Le spectre de Brocken est un phénomène optique, souvent signalé par les pilotes, qui voient l'ombre de leur avion projetée sur les nuages et entourée d'un halo de lumière. L'ombre n'est pas un fantôme, ce n'est pas un ange, ce n'est pas un extraterrestre. C'est tout simplement la silhouette de l'homme qui filme la vidéo. Un spectre de Brocken se forme lorsque l'ombre du témoin est projetée sur de la vapeur d'eau, comme des nuages ou de la brume. Les cercles multicolores sont le résultat de la diffraction ou de la dispersion des rayons du soleil à travers les gouttes d'eau des nuages. On peut voir que le soleil se lève derrière l'homme qui filme, ce qui crée un magnifique faisceau arc-en-ciel qui frappe les nuages tout en capturant l'ombre du témoin. On sait que l'homme qui filme est un moine. La robe du moine peut exagérer l'image éthérée que l'on perçoit ici. De nombreuses expériences mystiques inexpliquées dans le passé pourraient s'expliquer par des phénomènes naturels comme celui-ci. C'est quoi ton dernier souvenir avant l'accident? J'ai volé dans les airs. J'ai pris ma jambe, puis je l'ai ramenée à sa place. Je me suis battue pour rester ici aujourd'hui. J'ai frôlé la mort, mardi 21h, à Canal D. Maintenant, à Delinga, au nord de la Chine.
Le 23 décembre 2020, un automobiliste aperçoit une étrange lumière rouge dans le ciel. Elle est rouge vif et elle flotte dans le ciel, absolument immobile. Elle brille d'une manière très différente du soleil ou de la lune. On dirait qu'elle émet de la lumière. C'est franchement bizarre. Ça fait peur. On dirait que c'est l'apocalypse. C'est assez inquiétant. D'où vient cette chose? Qu'est-ce que c'est? À Delinga, en Chine, un automobiliste aperçoit une mystérieuse boule rouge et brillante dans le ciel. L'historienne Ashanti Davis étudie les lieux où la lumière a été filmée. Cette vidéo a été filmée dans une région très désertique de Chine, la province du Qinghai, sur le plateau tibétain. C'est à très haute altitude, ce qui signifie qu'il n'y a aucune pollution lumineuse. C'est l'endroit idéal pour observer les étoiles. La météorologue Katie Nicolaou se demande si le ciel anormalement dégagé du plateau serait un signe avant-coureur d'une catastrophe imminente. Normalement, quand on regarde le ciel la nuit et qu'on voit du rouge, on pense à Mars. Normalement, elle est de cette taille. C'est un petit point lumineux dans le ciel. On voit à peine sa lueur rougeâtre. Pour autant, c'est la seule lueur rouge existante. Alors est-ce que Mars serait en train de se rapprocher de la Terre? Mars, la 4e planète de notre système solaire, se trouve normalement à environ 122 millions de kilomètres de la Terre. Mais son orbite l'approche parfois beaucoup plus de notre planète. En 2018, Mars n'avait jamais été aussi proche de la Terre depuis 15 ans. Mars et la Terre n'étaient qu'à 57 millions de kilomètres l'une de l'autre, ce qui est très proche en langage planétaire. Je me demande, si Mars était plus proche, est-ce comme ça qu'on la verrait dans le ciel? En 2009, les astronomes de l'Observatoire de Paris ont réalisé une simulation des trajectoires futures du système solaire et ont conclu que la Terre et la planète rouge pourraient entrer en collision. Mars fait un peu plus de la moitié de la taille de la Terre et elle est bien plus légère, seulement 15% de la masse de notre planète. Mais elle voyage à plus de 87 000 km/h, donc une collision avec cette boule rouge réduirait les deux planètes en petits morceaux. Mais l'auteur Patrick Tomlinson découvre que les prédictions de collision entre Mars et la Terre adviendront dans des milliards d'années. Et la configuration actuelle du système solaire fait qu'une avancée soudaine de Mars vers notre planète est hautement improbable. La masse de toute la ceinture d'astéroïdes n'est pas suffisante pour déplacer Mars de son orbite, et toute modification serait détectée. La journaliste scientifique Sarah Kroudas se demande s'il pourrait s'agir d'un lancement spatial secret qui aurait tourné à la catastrophe. Quand les Américains ont posé le pied sur la Lune, la Chine dépérissait sous Mao. La plupart des Chinois n'étaient même pas au courant que des humains avaient marché sur la Lune. Mais au cours des 20 dernières années, la Chine a connu des succès retentissants, tant dans le vol spatial habité que dans l'exploration spatiale robotique. Bien que la Chine ait fait d'énormes progrès dans le domaine spatial en un temps relativement court, il arrive que le contrôle qualité de leurs fusées pose encore problème. Pas plus tard qu'en 2021, une fusée chinoise incontrôlable de près de 23 tonnes est retombée sur Terre. S'agissant d'une rentrée incontrôlée, sa trajectoire n'a pas pu être tracée et le monde entier a craint qu'elle ne s'écrase sur une zone habitée. Cette fusée, baptisée Longue Marche, est rentrée dans l'atmosphère terrestre et s'est écrasée dans l'océan Indien. Mais de justesse, à 15 minutes près, elle aurait pu s'écraser sur New York. Mais Shira Teitel pense que cette lueur n'est pas fortuite. Elle illustrerait la volonté de la Chine de contrôler l'atmosphère. Les agences spatiales sont beaucoup plus actives qu'on ne le pense. Donc, si l'on observe ça la nuit, il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'un lancement. En 2021, la NASA a lancé le programme Aurora à la frontière de l'atmosphère pour mieux comprendre cette partie mystérieuse de notre planète. Des charges ont été expédiées dans la haute atmosphère pour observer comment elles réagissaient au contact des différentes couches de l'atmosphère. Ce fut un véritable spectacle de lumière. Les gens ont vu une lumière diffuse verte et bleue au large des côtes de la Virginie, un peu comme une aurore localisée. Les aurores se produisent lorsque des particules chargées de soleil entrent en collision avec l'oxygène et l'azote dans l'ionosphère, ce qui crée des formes lumineuses multicolores. On voit différentes particules intervenir dans le processus d'ionisation, des compositions chimiques différentes. Et elles produisent des couleurs variées comme le bleu, le vert, le rouge, et toutes ces couleurs fabuleuses qu'on ne voit généralement pas lorsqu'on regarde le ciel la nuit.
Les aurores font la joie des astronomes amateurs, mais elles peuvent perturber les communications par satellite. Lors d'un exercice conjoint, les armées chinoises et russes ont mené des expériences secrètes dans le but de contrôler la haute atmosphère. Elles ont envoyé dans le ciel des ondes radio à haute fréquence et perturbé les particules chargées dans l'ionosphère, ce qui a provoqué des pannes de communication sur Terre semblables à celles des aurores. Cette technologie, une fois perfectionnée, pourra bloquer les signaux des satellites occidentaux, y compris le GPS, indispensable au système d'armement américain. Cette vidéo pourrait être la preuve que les Chinois étendent leurs recherches au-dessus du plateau tibétain. L'agence spatiale chinoise est responsable de nombreux phénomènes observés dans le ciel là-bas. Donc, quand on voit quelque chose d'inexpliqué et de coloré, il est probable que ce soit le fruit d'un lancement. Avec cette vidéo, on ne peut pas savoir. Les Chinois ont peut-être lancé une fusée et forcé le processus d'ionisation. Mais les preuves ne sont pas suffisantes.